Les titres du journal: après l'échec de la rencontre de Genève, le secrétaire général de l'ONU tente une ultime démarche samedi à Bagdad. Il va proposer aux Irakiens un retrait du Koweït sous surveillance de l'ONU. Les Français ne semblent pas prêts à mourir pour le Koweït. Un sondage indique que pour 3 Français sur 4, rien ne justifie une guerre. Les risques de guerre, en tout cas, relancent à la hausse les prix du pétrole et chahutent les principales places boursières qui ont cependant pu limiter la baisse. Madame, monsieur, bonsoir. La logique de guerre, nous y sommes en plein au lendemain de l'échec de la rencontre de Genève, qualifiée à tort ou à raison de rencontre de la dernière chance. Les préparatifs s'intensifient sur l'ensemble du front saoudien face à la frontière irakienne. Nos envoyés spéciaux, Gilles Rabine et Georges Hansen, ont rencontré des GIs pour le moins soucieux. Comme beaucoup de militaires professionnels, je prie pour la paix, mais si la guerre est inévitable, alors il faudra faire notre boulot. Je viens de téléphoner chez moi, on a essayé de ne pas en parler de la guerre. La paix a encore une petite chance si quelqu'un se décide enfin à la lui donner. Le désespoir de ce soldat américain n'est pas fin et il est partagé, même si les autres le cachent. Comme les autres, c'est la dernière fois qu'il a pu téléphoner à sa famille. Comme les autres, il a reçu ce matin l'ordre de se tenir prêt au combat dès dimanche prochain. Depuis hier matin, 3 divisions et une bonne dizaine de régiments se sont redéployés le long de la route stratégique numéro 1 qui borde la frontière d'est en ouest. Près de 400 tanks et blindés et plusieurs dizaines de milliers d'hommes ont changé de position en une seule journée. Quelques 600 km de convoi dans les deux sens, une formidable démonstration de puissance pour la logistique américaine. Dernières heures d'insouciance, la guerre est aux portes de la ville, mais eux ne le savent pas encore. Daran sait qu'elle est une ville symbole pour Saddam Hussein et par conséquent une cible privilégiée. Alors, même si on affiche une confiance absolue dans le dispositif antimissile américain, on sait aussi que si une seule bombe chimique irakienne parvient à toucher une ville d'Arabie, cela arrivera ici. À Bagdad, les ambassades occidentales se vident les unes après les autres. Les diplomates allemands et grecs ont déjà quitté l'Irak. Les Australiens s'apprêtent à faire de même. Et l'ambassade américaine à Bagdad devrait être totalement vide à partir du 12 janvier. Selon la presse locale, l'Irak se dit prêt à une confrontation historique avec les forces du mal, je cite bien sûr, et Saddam Hussein menace les Américains, je cite toujours, de les faire nager dans leur sang. Le point avec nos envoyés spéciaux à Bagdad, Patricia Coste, Jean-François Hoffmann. Depuis ce matin, on brûle les archives de l'ambassade de France. La notice de destruction est appliquée à la lettre, la broyeuse tourne depuis des heures, des chronologies de télégrammes chiffrés, des passeports vierges, des demandes de visa repoussées, des archives politiques, tout y passe. Pourtant, officiellement, ordre n'a pas encore été donné d'évacuer l'ambassade. Les Britanniques, eux, sont partis à l'aube, en convoi de 6 voitures, avec l'ambassadeur en tête et 5 autres diplomates. Le consul général reste pour régler les derniers problèmes. Les Britanniques ont voulu marquer le coup en partant dès l'annonce de l'échec des entretiens américano-irakiens. Les Français, en tout cas le chargé d'affaires, aimeraient bien partir parmi les derniers occidentaux pour laisser une chance à une éventuelle négociation de dernière minute. Quant aux Américains, ils ont déjà programmé leur départ. Ce sera samedi prochain avec un Boeing 727 des Iraqi Airways. Et ils font savoir qu'il y aura des places pour les journalistes qui désirent partir. Puis il y a ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui restent, les Irakiens, ce matin plongés dans la lecture des journaux. L'exercice qui consiste à leur demander leur opinion est délicat. Méfiance, orgueil national. Il est content de cette conférence, de ce qu'il a lu. Il n'est pas inquiet? انت قلق بسبب فشل المفاوضات؟ لا عادي جدا عادي. C'est très normal, je suis pas inquiet. En fait, ce matin, les Irakiens étaient beaucoup plus tendus que d'habitude, mais toujours aussi prudents. شو رايك بالنسبه للمفاوضات؟ C'est le gouvernement qui décide, pas moi. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas la guerre. هي المفروض ما تصير حرب. ان شاء الله ما تصير حرب. Réaction tout autre, celui-ci va se répandre en injures contre Bush. Injures difficilement traduisibles. Puis il y a des expressions qui valent quelques phrases.
La vie quotidienne, apparemment, n'a changé en rien, si ce n'est les immenses files d'attente aux stations-service. Le gouvernement a conseillé de stocker l'essence. Peu avouent avoir l'intention d'aller se mettre à l'abri à la campagne. Mais une rumeur invérifiable court ici. On déconseillerait aux habitants de Bagdad de quitter la ville. En Israël, on se montre satisfait de la fermeté américaine à Genève, mais bien sûr, on a conscience d'être désormais en première ligne. Tarek Aziz l'a répété hier, l'État hébreu serait la première cible irakienne en cas de déclenchement des hostilités. Le point avec nos envoyés spéciaux Aubry Edler et Yann Jikel. C'est avec inquiétude mais détermination qu'Israël a accueilli l'échec de la rencontre de Genève. Des sentiments partagés qui mêlent à la fois la peur de la guerre et l'espoir plus confus qu'un conflit avec l'Irak permettra enfin d'anéantir la puissance agressive de Saddam Hussein. Et c'est bien sûr à Tel Aviv que la tension est la plus sensible. Tel Aviv qui serait en cas d'attaque, Tarek Aziz l'a rappelé, la première cible de l'armée irakienne. Oh, moi je me balade, je jette un dernier coup d'œil sur les choses. Jusqu'au 15 janvier, je ne veux que savourer la vie. Il y a de quoi s'inquiéter, mais pas paniquer. Je crois que les Américains sauront donner un coup mortel à Saddam Hussein. J'ai reçu mon masque à gaz, mais je prie pour la paix, car j'ai peur pour mes proches. Officiellement, passé le choc d'hier soir, le gouvernement se veut apaisant, tout en avertissant, avec une fermeté nouvelle, qu'Israël est prêt à la riposte. Nous n'attaquons pas les premiers. Et nous l'avons dit à maintes reprises, et nous le répétons aujourd'hui, nous n'avons aucune intention agressive envers quiconque ce soit. Mais, évidemment, si nous sommes attaqués, nous riposterons. Et Israël a déjà prouvé maintes fois dans le passé qu'elle savait se défendre. Est-ce que vous ne croyez pas qu'une solution pour les Palestiniens serait aussi un bon moyen d'apaiser les choses dans la région? Apaiser, j'aime bien ce mot que vous avez employé, c'est exactement ça. Appeasement, apaiser. Le problème du Koweït n'a rien à voir, rien du tout avec le problème palestinien. Saddam Hussein n'est pas entré au Koweït pour trouver une solution au problème palestinien. Il est entré au Koweït pour le piller, c'est tout. Évidemment, dans le futur, il nous faudra trouver une solution au problème palestinien, au problème de nos relations avec les voisins arabes. Mais ça ne peut se faire qu'une fois le problème du Golfe réglé. Chez les Palestiniens, tout en redoutant la guerre, on ne cache plus l'espoir qu'elle puisse apporter une solution rapide au problème des territoires occupés. Je n'ai pas peur, j'ai rien à perdre. Ici, j'ai déjà tout perdu. Notre seule chance, c'est Saddam Hussein. Car Israël ne fait rien pour nous, à part nous tirer dessus. Nous n'avons que des pierres pour riposter. La seule force capable d'affronter Israël, c'est l'Irak. À 5 jours de l'expiration de l'ultimatum des Nations Unies, Israéliens et Palestiniens gardent les yeux tournés vers Bagdad. Car quelle que soit l'issue de la crise du Golfe, l'on sait bien ici qu'elle sera de toute façon déterminante pour l'avenir de chacune des deux communautés. Après l'échec prévisible à ses yeux de la rencontre de Genève, George Bush cherche maintenant à avoir le feu vert des parlementaires américains pour déclencher les hostilités avec l'Irak au jour et à l'heure choisis par les stratèges militaires. Commentaire de notre correspondant permanent à Washington, Jacques Abouchard. Sous la coupole du Capitole, la parole est aux élus du peuple américain. Les membres des deux assemblées, Sénat et Chambre des représentants, devront dire si oui ou non George Bush peut recourir à la force contre l'Irak. Reçus par le président, les leaders des deux partis, aussi bien républicains que démocrates, sont favorables au vote d'un texte proche de la résolution du Conseil de sécurité. Il donnerait le feu vert à la Maison-Blanche pour lancer les forces américaines dans la bataille à l'expiration de l'ultimatum du 15 janvier. Le courant libéral, avec le sénateur Edward Kennedy, estime au contraire que le pays n'est pas prêt à la guerre tant que subsistent d'autres options. Pour sa part, le ministre de la Défense, Dick Cheney, a indiqué que les 200 000 réservistes mobilisés pour 6 mois en août dernier pourront être maintenus sous les drapeaux pendant 2 ans. De quoi alimenter la colère des opposants à l'engagement militaire des États-Unis dans le Golfe. Encore très minoritaire, il commence néanmoins à se manifester jusque sur les marches du Capitole. À l'heure actuelle, selon un sondage, 2 Américains sur 3 acceptent que leur pays entre en guerre après le 15 janvier si c'est nécessaire.
ils ne sont plus que 44% à soutenir l'idée d'un conflit armé si le prix à payer est de 1000 morts parmi les soldats américains. Et si le bilan des pertes s'établit à 10 000 morts, alors on ne trouve plus que 35% des Américains pour accepter la guerre. James Baker est actuellement en Arabie Saoudite. En quittant Genève ce matin, le secrétaire d'État américain a déclaré continuer de croire que la paix est toujours possible. Après avoir rencontré le roi d'Arabie et le gouvernement koweïtien en exil, James Baker doit faire escale en Turquie, dans les Émirats et en Égypte avant de repartir pour cette nouvelle tournée des capitales du Proche-Orient. Le chef de la diplomatie américaine a en quelque sorte donné sa bénédiction au secrétaire général de l'ONU qui a décidé de se rendre samedi à Bagdad pour un ultime entretien avec Saddam Hussein. Commentaire de notre correspondant à New York, Bruno Albin. C'était en Jordanie, à la fin du mois d'août dernier, une rencontre entre le secrétaire général de l'ONU et le ministre irakien des Affaires étrangères, la première tentative de dialogue entre la communauté internationale et le régime irakien. Monsieur Dekoyar avait lui-même provoqué la rencontre. Je sais d'expérience, avait-il dit, à quel moment le secrétaire général de l'ONU doit agir. La rencontre s'était soldée par un échec. Hier soir, M. Dekoyar a décidé de reprendre son bâton de pèlerin et comme le temps presse, il ira jusqu'à Bagdad parler à Saddam Hussein. Il est de mon devoir en tant que secrétaire général d'une organisation dédiée à la paix de tout faire pour éviter la guerre, a-t-il dit. M. Dekoyar s'est parfois dit découragé par l'évolution de la crise. Il a été au Conseil de sécurité le témoin de l'escalade entre l'Irak et le reste du monde. Mais ce Péruvien de 70 ans espère toujours pouvoir faire quelque chose, comme il l'a fait avec les Irakiens déjà, pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, 10 ans d'un conflit que rien ne semblait devoir jamais arrêter. Hier soir à Genève, le secrétaire d'État américain a souhaité bonne chance dans sa nouvelle tentative à cet homme discret et respecté. Mais le prestige personnel peut-il suffire? Monsieur Dekoyar est un diplomate et le pouvoir des diplomates est le plus souvent totalement délimité par les politiques. En l'occurrence, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est le politique et la délimitation est claire. Elle est contenue dans le texte des 12 résolutions adoptées depuis le début de la crise. À Bagdad, M. Dekoyar pourra difficilement s'aventurer hors de ces textes qui posent comme exigence absolue l'évacuation du Koweït par l'Irak avant le 15 janvier à minuit. La marge de manœuvre du secrétaire général sera bien étroite. En tout cas, M. Dekoyar vient de recevoir le soutien tout à fait officiel de M. Bush et Gorbatchev. Il rencontrera vendredi à Genève les ministres des Affaires étrangères des 12. Pour les responsables de l'OLP, l'échec de la rencontre de Genève d'hier est dû, je cite, à l'obstination de l'administration américaine. Dans une interview exclusive accordée à notre envoyé spécial à Tunis, Véronique Tavo, Yasser Arafat demande à la France de poursuivre ses efforts en faveur d'un règlement du dossier palestinien. À mon avis, Genève n'a pas été un échec. Ce n'est qu'un début. Si on veut obtenir la paix, il faut ouvrir le dialogue, les négociations. Et ce n'est pas en une seule rencontre que tout peut être réglé. La cause palestinienne est au centre de tous les problèmes du Moyen-Orient. Il n'y aura ni stabilité, ni sécurité, ni règlement politique, ni paix, si on continue à ignorer la cause palestinienne et les droits des Palestiniens. On ne réclame pas la Lune, nous demandons simplement le respect de la légalité internationale. Bush insiste sur l'application à la lettre des résolutions des Nations Unies. Il doit se souvenir que l'ONU a approuvé à la majorité la tenue d'une conférence internationale pour résoudre la question palestinienne. Pour cela, nous avons beaucoup apprécié ce que le président Mitterrand a dit hier. Il a relancé le processus de paix. Qu'attendez-vous maintenant de la France? Maintenant, qu'elle déploie tous les moyens à sa disposition afin qu'ensemble, nous travaillions à éviter la guerre, la catastrophe.
À l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux, Jean-Pierre Chevènement a lui aussi fait part de ses regrets du blocage du règlement du problème palestinien. Écoutez-le. Mais comment penser qu'on pourra trouver un équilibre de paix durable sans reconnaître le droit pour les Palestiniens d'avoir une patrie et un État, le droit à la sécurité d'Israël et la souveraineté du Liban? Mais je pense que les États-Unis eux-mêmes, parce qu'ils sont seuls en position de le faire, pourraient faire, je dirais, ce très petit geste qui permettrait à Saddam Hussein de faire un beaucoup plus grand geste, c'est-à-dire de retirer ses troupes du Koweït de telle manière que le droit soit rétabli et la paix sauvegardée. Roland Dumas est apparemment un bon diplomate. Le ministre français des Affaires étrangères a en effet réussi à faire déjeuner à la même table les ambassadeurs d'Irak et du Koweït. Le déjeuner qui réunissait les 20 ambassadeurs arabes accrédités à Paris, plus le délégué de l'OLP à Paris, s'est déroulé, dit-on, dans un climat qualifié d'amical. Parmi les dirigeants de la planète qui sont bien décidés à lutter jusqu'au bout pour éviter une guerre meurtrière, le président algérien Chadli Benjedid, qui a mis en parallèle tout à l'heure la rencontre très médiatique de Genève et, je le cite, d'autres efforts déployés sans publicité pour éviter une catastrophe. En direct avec nous sur ce plateau, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Rosali. Je voudrais tout de suite vous poser une première question. On a beaucoup parlé d'un plan de paix franco-algérien. Vous avez démenti l'existence de ce plan tout à l'heure. C'était simplement une rumeur. Il y a surtout une concertation depuis le passage du président Chadli à Paris le 22 décembre et le président Chadli et le président de la République française, François Mitterrand, ont décidé de se concerter, de maintenir un contact parce que ils sont dans des situations différentes, les deux pays, mais ils peuvent avoir aussi des craintes, ou des espoirs, ou des objectifs communs. Est-ce que c'est seulement une concertation ou est-ce que ça ne va pas un petit peu plus loin? Est-ce que d'ici la date fatidique du 15 janvier, on ne peut pas espérer une initiative publique française et algérienne pour tenter de trouver une solution? Bon, j'ai dit que nous étions dans des situations différentes. Nous sommes un pays arabe, nous ne sommes pas dans un pacte, nous n'envisageons pas de faire la guerre à l'Irak. Nous pensons qu'il faut absolument éviter la guerre. Je crois que c'est le même sentiment ici en France. Nous pensons que les chances d'un dialogue qui malheureusement n'ont pas été exploitées du tout, et on a perdu 4 mois à cet égard, demeurent. Nos itinéraires peuvent se rencontrer effectivement et nous pourrons mettre en poule nos ressources communes. Oui. L'Algérie occupe une place privilégiée pour jouer un rôle diplomatique parce que vous avez condamné l'invasion du Koweït, en même temps vous avez désapprouvé l'intervention des forces américaines, donc vous êtes en position parfaite pour renouer les fils du dialogue. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement d'ici le 15 janvier? Le 15 janvier, pour nous, est une date qui est très difficile de définir, n'est-ce pas? Si on le comprend comme le déclenchement de quelque chose de nouveau, ou un risque, un accroissement du risque de guerre, en fait, risque de guerre, il y a depuis qu'il y a 400 000, depuis le mois d'août. Par conséquent, pour nous, bien que le 15 janvier soit une date qui est difficile à définir, plus on va, plus les risques, effectivement, s'accroissent. Alors, tout ce qui est faisable pour éviter l'irruption d'un conflit, il faut le faire. Alors, vous me posez une question. Je ne sais pas pour répondre à une autre question, mais est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi cette guerre? C'est une autre question qui nous entraînerait trop loin. En tout cas, vous connaissez bien Saddam Hussein. La dernière fois, vous l'avez rencontré le 24 août. Est-ce que vous pensez qu'il est susceptible de faire un geste spectaculaire à la veille de cette fameuse date du 15 janvier? Moi, je ne ferai pas de ma conviction parce qu'elle vaut. Et il ne veut certainement pas la guerre. Il n'a aucune illusion sur le rapport de force. Et il veut négocier. Il insiste beaucoup sur la question palestinienne. Et il n'est pas le seul. Mais si on ne l'offre pas le choix, il est prêt à mourir. Alors, la stratégie qui consiste à aboutir, à obtenir la capitulation de l'Irak n'est pas celle qui peut déboucher sur ce qu'on veut, c'est-à-dire une solution pacifique. Vous êtes persuadé que Saddam Hussein ne veut pas la guerre? C'est ma conviction intime. Parce que, et il n'est pas le seul à le savoir, il n'est pas nécessaire d'être chef d'État pour le savoir. Il s'agit d'une guerre qui oppose le pays le plus fort économiquement et militairement à un pays du tiers-monde, un pays sous-développé en soi. Alors, comme je sais que Saddam Hussein n'est pas un fou non plus,
qu'il est au contraire très cohérent. Je ne vois pas en quoi il serait tenté de chercher la guerre. Le 22 décembre, vous accompagnez le président Chadli, vous étiez reçu à l'Élysée par le président François Mitterrand, et à l'issue de cette réunion, vous avez déclaré l'Irak est prêt à rechercher une solution pacifique et est prêt à en payer le prix. Et vous êtes arrêté là. Quel est le prix que l'Irak serait prêt à payer? Il faut le dire clairement. Il s'agit ici du problème de l'invasion de l'Irak. Et sur ce plan-là, notre analyse à nous, enfin, notre évaluation, est qu'il peut y avoir un retour en arrière, à condition qu'il y ait quelque chose qui rende le processus faisable. La question palestinienne est là, elle n'intéresse pas uniquement les Irakiens d'ailleurs, c'est tous les peuples arabes. Est-ce que les États-Unis d'Amérique sont prêts à prendre le risque d'une guerre seulement par refus de s'engager dans la solution du problème palestinien? Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir accordé à Antenne 2 la primeur de vos analyses. Vous avez rencontré beaucoup de diplomates arabes notamment, et vous avez une vue générale du conflit. Donc, ce qu'on retient de ce que vous nous avez dit, c'est que vous pensez, vous personnellement, que Saddam Hussein n'ira pas jusqu'au bout. C'est ma conviction la plus simple. Merci. En tout cas, l'URSS ne partage pas forcément votre optimisme. L'URSS ne cache pas son inquiétude tout à fait officiellement, cela après l'échec de la rencontre de Genève d'hier. Moscou a réaffirmé tout à fait officiellement aujourd'hui sa volonté de collaborer avec les États-Unis. L'URSS soutiendra, je cite, l'emploi de tous les moyens, donc y compris militaires, si l'Irak n'a pas évacué le Koweït d'ici le 15 janvier. Le point tout de suite avec nos correspondants à Moscou, Corinne Pertuis et Jean-François Bernigaud. La guerre est une tragédie. Des milliers de jeunes y périssent. C'est Edouard Shevardnadze qui parle. Il croit encore à une solution pacifique du conflit. Dans ce sens, des initiatives diplomatiques soviétiques sont envisagées. Dans les couloirs du Parlement, c'est l'inquiétude. Bien sûr, les députés soutiennent la position officielle du gouvernement, l'emploi de tous les moyens si l'Irak n'évacue pas le Koweït avant le 15 janvier, selon les résolutions de l'ONU. Mais ils s'opposent catégoriquement à une intervention militaire soviétique dans le Golfe. Pour le maréchal Akhromeyev, le conseiller militaire de Mikhail Gorbatchev, la position de l'URSS reste inchangée. En cas de guerre, je ne pense pas que l'URSS enverra des troupes. Parce que nous nous sommes prononcés pour une solution sans recours militaire. Notre position reste la même. Vous gardez le souvenir de l'Afghanistan? Chacun a ses souvenirs. Le Vietnam pour les uns, l'Afghanistan pour les autres. Oui, ce sont des souvenirs qu'on n'oublie pas. Donc l'URSS soutient les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle se dit prête à collaborer, mais en aucun cas elle n'enverra de troupes dans le Golfe. En aucun cas elle ne sera acteur du conflit. Sur le terrain, je vous le disais en début de journal, les préparatifs militaires s'intensifient. Témoin, l'entrée dans le Golfe de 8 nouveaux navires de guerre américains transportant environ 10 000 soldats. 2 autres convois de ce genre sont attendus très prochainement là-bas. D'ores et déjà, les forces des 28 pays coalisés dépassent désormais celles massées par l'Irak de l'autre côté de la frontière. 605 000 hommes au total contre 540 000 Irakiens. Les stratèges continuent à privilégier l'hypothèse d'une guerre courte avec utilisation intensive des quelques 1000 avions et 1500 hélicoptères de combat américains et alliés. Comment cela pourrait-il se passer? Voici le point de vue du général Forger. Tout commencera par une puissante offensive aérienne visant à éliminer l'aviation adverse et, disons, à disposer de liberté d'action dans la troisième dimension, et tout se poursuivra par une puissante offensive aérienne contre le dispositif militaire adverse en le matraquant avec tous les moyens possibles. C'est une possibilité qui s'offre bien sûr aux forces aériennes coalisées qui disposent au départ, aujourd'hui, de la supériorité quantitative, à peu près 2 contre 1 au point de vue nombre d'avions de combat, de la supériorité qualitative sur le plan de l'entraînement de ces équipages. Les Irakiens ont en face d'eux les meilleures aviations du monde, et aussi dans certains domaines spécialisés mais importants, comme par exemple celui de la guerre électronique qui permet de brouiller, de saturer, d'attaquer, de détecter toutes les émissions adverses. Est-ce que vous pensez que ça peut être une guerre très courte ou non? Je pense que tout sera fait pour que cette guerre ne soit pas une guerre longue, pour qu'il y ait le minimum de pertes, mais ce sera guerre courte. Qu'est-ce que ça signifie? On sait qu'on dispose d'un créneau
qui est connu, qui va, disons, à partir du 15 janvier, ce qui ne veut pas dire que ça va encore commencer le 15 janvier, jusqu'à la fin mars, c'est ce que ça veut dire. Et ensuite, tout sera fait pour avoir le minimum de pertes, mais il y aura des pertes, parce que la partie ne sera pas facile. Quelle pourrait être alors la riposte de Saddam Hussein? Vous en aurez une idée précise tout à l'heure en regardant notre magazine Envoyé spécial. François Cornet a imaginé, avec l'aide d'experts militaires bien sûr, les différents scénarios plausibles après le 15 janvier. Parmi ceux-ci, une riposte chimique irakienne. Dans ce scénario pour une guerre, il serait difficile d'oublier un autre paramètre, peut-être le plus important à prendre en compte, la réaction de Saddam Hussein à la première minute du jour J. Le président irakien l'a dit à maintes reprises et son ministre des Affaires étrangères, Tarek Aziz, l'a répété hier soir à Genève, si les États-Unis attaquent l'Irak, le premier objectif de Bagdad sera Israël. On sait aujourd'hui que l'Irak dispose de 24 rampes de lancement de missiles. 15 d'entre elles sont pointées sur Israël, les 9 autres sur l'Arabie Saoudite. Ces missiles peuvent être porteurs de l'arme chimique. Le chimique, tant redouté des combattants du désert, mais qui pourrait bien atteindre en premier si les missiles qui le portent ne sont pas détruits par les premiers raids aériens du jour J, les populations de Tel Aviv ou de Riyad avant les GIs. Le chimique et ses images de mort. Sera-t-il employé dans ce conflit du Golfe s'il a lieu? Question sans réponse, comme celle sur la réaction de Saddam Hussein s'il est attaqué. Suite de ce scénario catastrophe tout à l'heure vers 20h50 avec Envoyé spécial, le magazine de Paul Naon et de Bernard Benjamin, avec ce reportage sur les préparatifs d'une guerre éventuelle, souhaitons-le, et un autre document tout à fait bouleversant sur les ravages causés par une guerre bien réelle, celle-là, l'Afghanistan, d'où 15 000 jeunes soviétiques ne sont jamais revenus. Départ ce matin pour l'Arabie Saoudite des envoyés spéciaux de la presse française qui seront tous à pied d'œuvre le 15 janvier au cas où. À noter que toutes les chaînes de télévision ont passé un accord de coopération pour couvrir avec un maximum d'efficacité mais sans surenchères inutiles les affrontements éventuels. 80 personnes au total pour les poules télévision dont 21 pour Antenne 2. À noter également les protestations du syndicat national des journalistes CGT contre certaines mesures prises par les autorités militaires françaises, plaçant, je cite ce syndicat, plaçant de facto les journalistes envoyés dans le Golfe sous le contrôle de l'armée. Dans sa conférence de presse hier après-midi à l'Élysée, François Mitterrand a manifestement préparé l'opinion publique à l'éventualité d'une guerre. Le chef de l'État n'ignore pas les réticences de bon nombre de Français, réticences qui s'expriment parfois au sein même du Parti socialiste. Les résultats d'un sondage CSA effectué au début de cette semaine sont tout à fait éloquents. Pour 3 Français sur 4, rien ne justifie une guerre. Tout sauf la guerre. Pour les Français, aucune cause, même juste, ne mérite un conflit armé. Réponse claire, ils sont 79% à préférer la négociation, le compromis, même avec Saddam Hussein. Dans le cas de l'annexion du Koweït par Irak, près de 7 Français sur 10 ne sont pas prêts à mourir pour Koweït City. L'opinion fait son chemin. Il y a 3 mois, il n'était que 60%. Je suis absolument pour le compromis, sans restriction. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à mourir pour le Koweït? Non, absolument pas, non, absolument pas. Non, pour défendre des intérêts pétrolifères, non, absolument pas, non. Si aucun résultat positif n'intervient entre la conférence de Genève et la fin de l'ultimatum fixé par l'ONU, 43% de nos compatriotes sont favorables à l'intervention américaine. En revanche, ils sont 53% opposés à la participation de l'armée française aux opérations militaires. Je ne me sens pas concerné par le Koweït. Je pense que c'est plutôt une affaire qui a été récupérée par les États-Unis. Et sous le côté droit international, je pense que c'est plutôt économique à la base. Et bon, ça en fait un conflit mondial, malheureusement. À propos des représailles de la part de l'Irak, 69% des Français se disent inquiets des risques d'attentats. Je crois que c'est possible. Bon, enfin, il ne faut pas non plus en faire un drame. Hein. On verra bien. Moi, à mon avis, je pense qu'il y en aura moins dans Paris que dans d'autres capitales, parce que je crois que la France a quand même essayé un petit peu de faire plus de négociations que d'autres capitales, mais il y en aura quand même, c'est évident pour moi.
Et depuis quelques jours, des renforts de police ont été placés dans certains quartiers de la capitale. Précisément, le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, a reconnu ce matin l'existence de menaces terroristes sur la France, menaces qui ont conduit les autorités à une vigilance renforcée depuis plusieurs semaines maintenant. Le plan Vigie Pirate a été déclenché depuis le début de l'année. Reportage Hervé Brugini, Daniel Lévy. La face visible du dispositif policier, des forces de l'ordre qui portent le gilet pare-balles. C'est la première étape d'un plan baptisé Vigie Pirate, un plan de défense civile pour faire face à toute action violente. Même l'empoisonnement des eaux de Paris a été prévu. Pour l'heure, les services de sécurité tentent d'évaluer les risques qui pèsent sur la France. Tous les lieux officiels qui dépendent du régime de Bagdad ont été placés sous surveillance. La menace d'une action terroriste est prise au sérieux. D'ailleurs, il y a quelques jours, elle a été proférée haut et fort par ces diplomates irakiens. C'était au moment de leur expulsion à Londres. Même les États-Unis redoutent d'avoir à subir un attentat ou plusieurs sur leur territoire, ce qui serait une première. De fait, aujourd'hui, Bagdad réunit les spécialistes de la violence aveugle. Ils sont à peu près tous là. En cas de conflit, Saddam sait qu'il peut ouvrir un deuxième front, terroriste celui-là, grâce à eux. Aboul Abbas, le chef du Front de libération de la Palestine, auteur de la prise d'otages sur le bateau Achille Lauro. Georges Habash, du FPLP, irakien de longue date, expert de la lutte armée. Abou Nidal, un tueur, responsable de multiples attentats, il est revenu depuis peu en Irak. Et puis tous les autres patrons de groupes clandestins. Des groupes parfois créés de toutes pièces par Saddam Hussein, comme le Front de libération arabe par exemple. L'actuelle conférence islamique à Bagdad inquiète elle aussi les services de sécurité occidentaux. S'agit-il d'une éventuelle mobilisation de troupes sous couvert religieux? Les services spéciaux savent que l'Irak ne manque pas de recrues possibles, des mouvements d'opposition nationaliste du Maghreb jusqu'aux pays d'Asie. Pour toutes les polices des pays impliqués dans la crise du Golfe, aujourd'hui le mot d'ordre est simple, vigilance absolue et tous azimuts. Constatant au vu des sondages tout au moins que les Français ne sont pas davantage prêts à mourir pour le Koweït qu'ils l'étaient prêts à mourir pour Danzig il y a 50 ans, les pacifistes se mobilisent. Ils organisent samedi après-demain des manifestations à Paris et dans les grandes villes de France et 75 personnalités ont d'ores et déjà signé un appel pour dire non à la logique de guerre et non à la présence française dans le Golfe. Reportage Éric Perrin, Christian Autain. Le lieu de la conférence de presse se veut symbolique, le Café du Croissant, où Jean Jaurès fut assassiné peu de temps avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les pacifistes se font entendre, s'organisent autour de 75 personnalités. Ils demandent le retrait des troupes françaises dans le Golfe et surtout lancent un appel pour dire non à la guerre, tout en précisant qu'il ne s'agit pas pour autant de soutenir Saddam Hussein. Il est évident que nous avons dès le début condamné Saddam Hussein, nous avons dit qu'il s'agissait d'un dictateur qui avait été armé par les puissances occidentales, mais pour nous, la guerre qui serait déclenchée par les puissances occidentales, par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne, serait quelque chose de terrible. Je crois que c'est Anatole France qui disait « on croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels ». Moi je dirais, on vous dit que vous allez mourir pour le droit et on veut vous faire mourir pour le pétrole. Le moment est venu d'entrer en résistance. Nous sommes nombreux à avoir fait le serment de ne pas relâcher nos efforts pour dire non à la guerre. Et qui pourra faire taire notre voix? Samedi prochain, à Paris et dans toute la France seront organisées des marches pacifistes. De nombreux partis, syndicats et associations seront présents, dont le Parti communiste, la CGT et le MRAP. Une délégation tentera d'être reçue à l'Élysée. Les réactions maintenant dans les milieux politiques français. Valéry Giscard d'Estaing a proposé à Jacques Chirac une réunion de l'UPF lundi prochain afin de définir précisément l'attitude de l'opposition. Le chef du RPR a présidé ce matin un bureau politique de son mouvement entièrement consacré à l'évolution de la situation internationale. Le moment n'est pas venu de refaire l'histoire. C'est beaucoup plus tard qu'on refait l'histoire. Ce n'est pas dans l'action. Nous avons actuellement un certain nombre de milliers d'hommes qui sont présents sur un front potentiel et par conséquent, rien ne doit être fait qui puisse soit les affaiblir, soit les démoraliser.
par conséquent, il faudra faire en sorte que la solidarité puisse jouer. Cela va de soi. À noter également la déclaration de Pierre Méhaignerie qui a affirmé qu'en cas d'évolution dramatique de la situation, il appellerait Jacques Chirac à retirer ses candidats qui se présentent dimanche prochain contre les 3 députés sortants RPR démissionnaires. Propos jugés peu sérieux par Jacques Chirac. À noter enfin la décision du Parti communiste de réunir demain un comité central extraordinaire consacré bien sûr à la situation internationale. Les perspectives de guerre ont bien évidemment provoqué une nouvelle flambée des cours du pétrole et pas mal d'agitation sur les principales places boursières. À Paris, on a enregistré aujourd'hui une baisse de 2,9%. Cela dit, la plupart des opérateurs ont gardé leur sang-froid et, comme va nous l'expliquer Véronique Auger, les cliquets de sécurité ont fonctionné. Les boursiers parisiens le reconnaissent volontiers, il y avait du sang sur les murs ce matin dans les salles de marché. Traduction, beaucoup se mordent les doigts d'avoir parié hier sur la réussite de la rencontre de Genève. Résultat, une chute de 2,91% de la bourse de Paris. En réalité, ces déconvenues ne concernent pas les particuliers qui, en ce moment, préfèrent éviter de se mouiller. Les perdants, ce soir, sont des spéculateurs professionnels. Il n'empêche, c'est la valeur financière des entreprises cotées qui est en jeu, et là, des à-coups brusques peuvent faire mal. Des mécanismes de sauvegarde sont donc prévus en cas de chute brutale des cours. Ainsi, par exemple, une baisse de plus de 10% sur une valeur stoppe net sa cotation. Depuis le krach d'octobre 87, Wall Street possède les mêmes systèmes anti-incendie. Mais de toute façon, personne aujourd'hui ne croit à une plongée des marchés. Ce soir à New York, les valeurs grimpent même de 0,98%. À Tokyo ce matin, comme à Francfort dans la journée, les boursiers parient encore sur la paix. Les traders sur le marché pétrolier ne disent pas autre chose. Ainsi, le baril ne gagne que 70 cents à 28 $. Gare au ravage du pessimisme, tel est en substance le message lancé aujourd'hui par le Premier ministre Michel Rocard, mais aussi un certain nombre de grands dirigeants d'entreprises qui se sont retrouvés aujourd'hui à l'occasion du Forum de l'expansion. Commentaire Gérard Leclerc. Et mon métier, c'est justement de faire des prévisions. Depuis le début du mois d'août, je suis très inquiet sur l'issue de ce conflit. Je suis plutôt inquiet, je suis pessimiste en ce qui concerne l'avenir économique de la France pour les prochains mois. Cette guerre risque de durer et d'entraîner des conséquences économiques désastreuses. Les chefs d'entreprise abordent cette année avec circonspection. Ils vont probablement resserrer les boulons, mais ils n'arrêteront pas d'investir. Mobiliser les patrons les plus inquiets et conforter les autres, c'était aujourd'hui l'objectif de Michel Rocard. Des chefs d'entreprise confrontés aux incertitudes, récession aux États-Unis, difficultés à l'Est et surtout menaces de guerre dans le Golfe. Mais le Premier ministre refuse de partager le pessimisme ambiant et de céder à la tentation de l'immobilisme qui gagne du terrain. Ces arguments, la France a bien surmonté les hausses du pétrole, les entreprises se sont renforcées et de nouveaux marchés s'ouvrent à elles dans les pays de l'Est et de l'Extrême-Orient. Au patron de faire preuve d'audace, mais sans renoncer aux ajustements nécessaires. Aucune économie, aucune entreprise ne peut se soustraire à l'impact direct du choc extérieur, mais la modération salariale est le meilleur moyen de tirer son épingle du jeu. La contrepartie de cette stratégie est claire, et c'est le troisième axe, poursuivre l'effort d'investissement, redoubler de dynamisme commercial à l'exportation. Toute autre attitude de la part de la France et de votre part à vous, chef d'entreprise, serait suicidaire. Et je pèse mes mots. Conclusion, l'heure est à l'effort plus qu'au gémissement, un appel aux accents de rigueur qui ne rassurera pas forcément salariés et entreprises. Et maintenant un mot de l'incroyable odyssée de 5 camions de 25 tonnes chargés à ras-bord de cendres toxiques. Ces déchets dangereux venaient d'une usine d'insémination de Quimper et ils devaient être enterrés dans une décharge près de Rouen. Les responsables locaux n'en ont pas voulu et depuis les camions ont disparu. Récit de José Blanc-Lapierre, notre spécialiste des décharges et du mystère.